Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux d'être là. Je vous remercie de votre présence, qu'elle soit physique ou numérique. Je suis très content de voir que notre président Patrick Rout, que je remercie de son accueil chaleureux, euh, nous indique que nous sommes en lien avec des gens à l'étranger, au Maroc, Suisse, Belgique, si j'ai bien retenu. C'est une très bonne chose pour notre université. Et voilà, j'avais prévu de remercier Patrick, je fais à nouveau, et puis nos complices aussi, ici même, Benjamin Pichery, et puis François Libonnet, l'un et l'autre professeur, et l'un et l'autre aussi au service euh, de travaux multiples d'édition sur la chose sportive. Et voilà, je suis très heureux tout simplement d'engager aujourd'hui avec vous dans ces lieux auxquels je suis effectivement depuis un certain nombre d'années très très attaché, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Ce que je conçois en fait comme le début d'un travail de recherche, de réflexion et d'analyse, mais qui sera ouvert dans tous les sens du terme à partir d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai pris le parti non seulement d'écrire cette conférence, mais de la prononcer d'une façon peut-être un peu plus académique et un peu plus universitaire que ce que j'ai l'habitude de faire lorsque l'on m'invite à la télévision, à la radio ou dans des lieux divers pour parler du sport ou de mes travaux en général. Mais il me semble que cette université est un lieu très important, un lieu ouvert et qui, j'espère, est appelé à l'avenir qu'il mérite, c'est-à-dire un avenir qui sera de plus en plus peuplé et de plus en plus ouvert à des profils différents. Alors, un tel travail de recherche que j'engage aujourd'hui avec vous suppose, pour ce qui me concerne, de relier entre eux deux pans de mon expérience personnelle, vécue en première personne depuis déjà un certain nombre de décennies, le sport, depuis plus de 45 ans, et la philosophie depuis près de 35, c'est-à-dire depuis un certain temps quand même. Et comme vous savez, c'est pas si fréquent que cela. Patrick Roux insistait un peu au début sur mon profil, mais ça n'est plus non plus aussi rare que ça ne l'a été. La preuve en est faite d'ailleurs devant vous avec cette université populaire. Donc, dans les multiples sollicitations que j'ai pu recevoir ces derniers mois et ces dernières années, depuis la publication d'abord d'un premier livre effectivement sur le football, puis d'un autre livre demandé par Benjamin Pichery sur le sport et sur l'émotion, sur les émotions que le sport m'a procuré, puisque c'était le fil qu'on s'était donné ensemble pour faire ce livre. Tout cela finit par me convaincre de l'intérêt croissant de nos semblables en général et de nos concitoyens français en particulier et francophones pour la réflexion axée sur le sport. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fini de nous en persuader. Les grandes compétitions sportives ne peuvent se résumer à une série de rencontres, ni se réduire à une série de résultats. Il s'y passe, pour beaucoup d'entre nous, des choses qui concernent non seulement le besoin de vivre des moments privilégiés, mais aussi de les comprendre, de les apprécier, de les savourer, de les partager. Alors, au moment de commencer, je voudrais préciser le titre et l'objet de cette conférence en faisant deux ou trois séries de remarques préliminaires pour l'ouvrir. Pour eux, cette intervention, qui peut tout à fait s'entendre et se recevoir, je le disais, comme une sorte de première leçon, de leçon inaugurale, à inscrire dans une série d'interventions à venir que j'espère longue et riche. La première série de remarques est aussi fondamentale que faussement évidente. Parler du sport au singulier, quand on me dit vous êtes un philosophe du sport, ça me gêne toujours un peu parce que pas plus que la philosophie, la science, le langage ou l'homme n'existe en soi, il y a seulement des philosophes et des philosophies, des sciences et des savants, des langues et des êtres parlants, des individus dans leur singularité irréductible et dans leur intersubjectivité. Pas plus que tout cela, donc, il n'existe le sport comme fait ou activité isolable du reste de l'activité humaine. Il y a des sports avec leur histoire complexe, à la fois très ancienne, mouvementée par certains aspects physiques, mentaux, sociaux, culturels, et une histoire beaucoup plus récente, tardive, par certains autres aspects, une histoire sociale, politique, économique, intellectuelle, accélérée depuis deux petits siècles
sur fond d'égalitarisme démocratique, qui est aujourd'hui une histoire très bien documentée, notamment par Georges Vigarillo, qui a la place d'honneur qui lui revient dans cette université. C'est une histoire mondiale qui plonge ses racines dans des civilisations très variées et qui a produit des disciplines elles aussi très diversifiées, toujours plus structurées, organisées en communautés, en fédérations. Sur ce point, la civilisation occidentale a occupé le devant de la scène. Bon, il est inutile ici de décrire et de justifier la présence massive, universelle, constante de sports médiatisés, mondialisés, comme le football, le tennis, le cyclisme ou encore le basketball, pour m'en tenir à quelques exemples parmi les plus évidents. J'ai interrogé dans un livre récent les racines et les succès singuliers du football, nous en reparlerons peut-être, en ouvrant une série de recherches comparatives que j'appelle pour ma part de mes voeux. Dans les exemples que je viens de citer, il s'agit bien de sport au sens le plus contemporain du terme, donc non pas de simples activités physiques visant à améliorer sa condition physique, mais d'un ensemble d'exercices physiques qui se présentent sous forme de jeux individuels ou collectifs, qui donnent lieu à compétition et qui sont pratiqués avec des règles précises. Chacune des formes prises par cette activité développe des spécificités, des particularités qui à la fois autorisent qu'on les réunisse sous le terme générique de sport et qui en même temps interdisent de les placer toutes sur le même plan, en les enfermant dans un seul et unique cadre sociétal. Quoi de commun entre l'univers du football et celui du rugby, qui se joue pourtant sur un terrain assez similaire, et dont, vu du ciel, les différences seraient à peine perceptibles. Autrement dit, je tenais à le dire et vraiment à le préciser parce que ça fera peut-être l'objet, là, d'une recherche spécifique un jour, pas plus qu'il n'existe la religion ou l'art, mais des arts et des religions. Il y a des sports. Et le terme, d'ailleurs, originellement, le terme des sports ne fait qu'un seul terme, il désigne l'amusement, mais il faudrait un jour essayer de penser ce qui fait l'unité de cette diversité, et il me semble que le mot même d'université dit exactement cela en français. Il dit l'unité d'une diversité, c'est ce qu'on enseigne dans une université. Dans une faculté, on insiste sur la facultas, le Vermögen, on insiste sur le pouvoir, la capacité, le pouvoir qu'a l'esprit de concevoir des choses. Mais dans l'université, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un projet Humboldtien de réunion des savoirs que nos amis allemands comprennent très bien et peut-être nous autres Français parfois un peu moins. La deuxième série de remarques nous conduit à notre objet du jour, les émotions. Les émotions et les sports. Les émotions dans les sports, par les sports, à propos des sports, via les sports, entre les sports. Comme les sports se disent au pluriel, nos émotions aussi sont multiples. Alors que nous en éprouvons très souvent, qu'elles nous sont dans l'ensemble finalement très familières, qu'elles occupent une place dont personne ne niera ni ne suspectera la centralité dans nos existences, elles ne sont paradoxalement encore que trop peu étudiées pour elles-mêmes. C'est seulement à titre exceptionnel et marginal qu'elles sont associées à la res sportiva, hormis à titre de contre-exemple, dans le cas de mon collègue et ami, le professeur Yunus Stenzel de la New York University, que nous inviterons ici même l'année prochaine, qui a écrit un très beau livre, Emotion in Sport, malheureusement non traduit en français à ce jour. Le défi est donc immense et surtout, il est pour ainsi dire entier. Et je ne me propose évidemment pas de le relever in extenso cet après-midi. Je chercherai simplement à soulever quelques enjeux, à ouvrir quelques voies générales, pour une analyse qui donc s'ouvre et s'engage autour ici, et pour moi, de la question de l'émotion, qui est la question que j'avais rencontrée lorsque Benjamin Bichery m'a proposé d'écrire sur le sport. Enfin, la troisième série de remarques sera beaucoup plus brève. Pour revenir immédiatement après à ce qui nous rassemble et nous occupe aujourd'hui, j'ai tenu à convier parmi nous aujourd'hui, cette assistance, une jeune athlète de haut niveau qui fait son cursus scolaire avec moi et avec d'autres entre ces murs. Elle passe d'ailleurs l'épreuve de philosophie du bac après-demain, n'est-ce pas, hein, et qui a cette année connu quelques soucis dans son parcours de formation et dans sa progression, avec des épisodes de blessures, notamment au dos. Et il m'a semblé utile et pertinent de l'entendre avant d'autres sportifs vivant des situations similaires. Aucune situation, par définition, n'est similaire à aucune autre, ou au contraire des moments très différents. Par exemple, je pense que nous pourrions faire venir ici et interroger et réfléchir avec certains de nos sportifs qui ont vécu au contraire de très grands succès, y compris très précoces. J'en ai un cette année en classe, Baptiste Hadis,
qui a été vice-champion olympique par équipe au tir à l'arc et qui, a 18 ans, a aussi ça, dans un mode nietzschéen de chameau du Zarathustra sur les épaules. Il faut le porter, il faut avancer avec et regarder au loin. Et je pense que c'est intéressant aussi que nous entendions un jour des sportifs qui ont vécu un grand succès dans des Jeux olympiques, dans les championnats ou dans des coupes nationaux, continentaux ou même mondiaux. Nous inaugurons à la fin de cette conférence un protocole de questions que j'appliquerai avec Astrid. Et je lui ai quand même montré les questions ce matin, je ne voulais pas lui mettre une pression, comment dire, trop forte, 2 jours avant son bac de philo. Mais voilà, je poserai quelques questions simples et puis ce sera l'occasion d'un échange qui sera sans doute triangulaire avec l'ami François Livonnet qui apportera, comme toujours, sa touche fine à tout cela. Alors passons désormais à ce que nous tentons d'élaborer ensemble, c'est-à-dire l'analyse, l'étude, la description. Choisissons pour l'heure de ne pas être plus précis, des émotions en rapport avec l'activité sportive, à la fois dans leur spécificité, dans leur diversité. Je précise ma question. En quoi est-ce qu'une émotion peut-elle être spécifiquement sportive? Comme il existe des émotions potentiellement esthétiques, artistiques, religieuses ou même politiques. Je précise encore. En quoi une émotion peut-elle être spécifiquement sportive chez un simple profane, par exemple, novice, ou au contraire chez un amateur, pratiquant ou non, chez un professionnel, voire un spécialiste de haut niveau, qui peut être un sportif, mais aussi un éducateur, un préparateur, un entraîneur. Il y en a dans la salle ici qui ont souhaité venir aujourd'hui, il faudra qu'il y en ait de plus en plus. Ou même chez un commentateur, chroniqueur, observateur et relayeur de l'émotion sportive. Je me demande enfin, sans y répondre, la chose suivante. S'il est probable que tous ces êtres soient capables de recevoir, d'éprouver et de transmettre des émotions sportives à des niveaux très différents, voire inconciliables entre eux, est-il par ailleurs ou également possible qu'ils soient tous alignés, réunis, voire confondus dans une seule et même émotion ou série d'émotions? Nous le savons, c'est possible, notamment en cas d'événement sportif à résonance nationale, continentale ou mondiale, lorsqu'un fait sportif est perçu par un grand nombre d'individus de façon simultanée et coextensive. Une victoire, une défaite, une qualification, une élimination. Ce terme d'élimination est un terme qui mériterait à lui seul, je pense, une conférence. Qu'est-ce que ça veut dire être éliminé dans le sport? Le contraire de l'élimination n'étant pas la génération, mais le contraire de l'élimination étant la qualification. Ces deux antonymes qui ne sont pas symétriques mériteraient là aussi qu'un jour nous y réfléchissions un peu sérieusement. Hein, vous comprenez que d'ailleurs, je crois que c'est le rôle du philosophe que de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce que disait Merleau-Ponty à propos de Socrate, mais c'est aussi le rôle du philosophe que de faire entendre ce que nous disons lorsque nous parlons et ce que faire veut dire, comme disaient certains autres. Donc, parfois, c'est un pays entier qui chavire dans la tristesse ou qui exulte dans la joie. Donc, nous savons que cet alignement des émotions est possible. Tout ce vocabulaire, toutes ces terminologies, évidemment, sont très forts. Et on les retrouve dans d'autres champs de l'activité humaine, comme par exemple la politique. Mais nulle part, ce vocabulaire n'est plus présent et plus prégnant que dans ce qui est devenu un spectacle de masse, annoncé, entretenu, diffusé, commenté, analysé à très grande échelle, sous le nom de sport, en privilégiant la dimension émotionnelle, qui le rend certes si attractif et si puissamment ancré dans le champ quotidien de nos préoccupations, mais qui fait oublier, je le disais à l'instant, que tel joueur est qualifié ou éliminé, que telle équipe remporte ou au contraire perd le trophée suprême qu'elle convoite, que tel record est battu dans telle discipline ou compétition. Rien de comparable ne se produit, sauf peut-être dans le domaine géopolitique, en cas de conflit armé ou d'événements historiques inattendus, particulièrement marquants, voire déterminants pour le cours historique des choses, humaines trop humaines. C'est un des rares cas dans lesquels on trouve cet alignement émotionnel de quasiment tous les sujets humains autour d'un fait de société. Ce qu'il y a d'essentiel ici, c'est que l'émotion est ce qui nous surprend. C'est ce qui nous submerge, ce qui nous met sens dessus-dessous. C'est donc une expérience, ou ce qu'un courant
de la philosophie contemporaine, la phénoménologie, appelle un vécu. Cette branche de l'arbre philosophique contemporain, qui est la phénoménologie, dont le tronc s'est solidifié depuis un certain temps, s'intéresse à ce qui apparaît, à ce qui nous est donné, à ce qui se manifeste. D'où le terme de phénomène, qu'elle a hérité du kantisme et largement renouvelé et élargi. Quand on dit à propos de quelqu'un, et même de quelque chose, que c'est un phénomène, on parle de quelqu'un ou de quelque chose qui imprime sa marque sur les choses et sur les autres, comme le footballeur brésilien, baptisé par la presse Ronaldo El Fenomeno, qui déclarait pourtant lui-même, c'est grand philosophe, phénoménologue Jocelyn Benoît, il rappelle dans un de ses livres, il a le culot de mentionner Ronaldo El Fenomeno en exergue dans ses livres, le Brésilien Ronaldo lui-même déclarait ne croire qu'au seul phénomène de la nature. Se retirant du monde phénoménal lui-même. Il y a pourtant bien des phénomènes proprement humains et singulièrement, ou plus étroitement, des phénomènes sportifs. Et il me semble que leur dimension émotionnelle est centrale. En effet, le statut des émotions est tout à fait à part et il est même prépondérant dans le monde humain en général et dans l'activité sportive en particulier. Mais il y a plusieurs, disons, obstacles à leur considération. De même qu'on a longtemps rechigné à faire une place au sport au sein du monde dit culturel, ou des gens de culture, comme on les désigne, on renacle encore largement à en faire une aux émotions dans le champ des idées philosophiques. Comment est-ce que dans le monde, l'univers philosophique, pour reprendre le titre d'une célèbre encyclopédie des presses universitaires de France, comment dans l'univers philosophique est-ce que sont perçues les émotions? Très souvent, elles sont jugées de manière assez négative ou très prudente. Soit elles sont jugées totalement irrationnelles, à la limite de l'humain, soit elles sont jugées comme neutres ou externes sur le plan cognitif, donc peu pertinentes sur le plan de la compréhension anthropologique. Alors, sur la carte des facultés humaines, celle que Kant commençait à dessiner dans sa critique de la raison pure à partir de 1781, en tâchant de distinguer les unes des autres les différentes facultés et les pouvoirs de l'esprit humain, sur cette carte, disons, moderne de la pensée, les émotions sont plutôt reléguées en périphérie, en banlieue, et c'est à vrai dire à peine si elles y figurent. Alors, je voudrais inscrire mes pas ici, et nous l'inviterons un jour, il le faudra, dans ceux de la phénoménologue française, Nathalie Depain, et de quelques autres philosophes qui gravitent autour des mêmes préoccupations, des mêmes approches qu'elle, pour essayer de penser le fait que les émotions ont au contraire une très grande importance et une véritable puissance de signification en tant que ce sont des ressorts, des outils, des instruments de nos subjectivités et de nos intersubjectivités sociales. Elles contribuent, à mon avis, très nettement au déploiement créateur des individus et elles participent des différentes formes d'intelligence humaine. À côté de l'intelligence sensorimotrice et de l'intelligence hypothético-déductive, celle l'une et l'autre que l'on développe dans les écoles, la première pas assez, la deuxième beaucoup, trop, je ne sais pas, on parle de plus en plus sensiblement d'une intelligence émotionnelle des sujets humains. Or, à l'ère du buzz et du clash, où tout se déréalise sur les réseaux sociaux, il me paraît plus que jamais utile et même nécessaire de comprendre comment les émotions s'éprouvent et s'échangent, comment elles circulent ou pas. Entre un écran et un enfant, ça ne circule pas, à un double sens, c'est un fait. Dans une époque parfaitement paradoxale, où l'émotion règne partout, à tous les étages, et où l'empathie recule et parfois même disparaît, notamment chez les plus jeunes. On sait les dommages que cela produit dans le monde scolaire et académique, mais le monde sportif n'est nullement épargné par la chose. Il est même directement impacté par des processus de déréalisation de plus en plus précoces et fréquents. Alors, la question émotionnelle, si on peut la résumer ainsi, se pose à notre sens tout particulièrement dans le sport, en raison des valeurs qui sont et demeurent souvent les siennes. Se mettre en mode guerrier, ne rien laisser paraître,
à l'adversaire ou aux adversaires de ce que l'on éprouve. S'interdire soi-même de conscientiser ou de verbaliser certains des sentiments qu'on éprouve, comme la peur, la honte, la déception, la colère, après un match gagné, mal joué ou évité, ou une blessure, saute, ou de surmenage, ou lié à l'activité sportive. Tout ça mérite que nous y réfléchissions. Quand notre phénomène, notre monstre sacré, ces termes mériteraient à eux seuls des analyses plus approfondies, le judoka Teddy Riner s'interdisait au seuil de sa phénoménale carrière de regarder dans les yeux ses adversaires. On peut se demander pour quelles raisons, pour quels motifs et quels alibis. Était-ce vraiment en raison de son éducation, comme la psychologue de l'INSEP l'indiquait dans un interview donné il y a quelques années à un grand quotidien sportif national hexagonal, ou bien était-ce sous l'effet de certaines émotions mêlées et retenues? On peut se demander ici la chose suivante. Quelle est la part de la nature, sous la forme de la pulsion ou de l'instinct, et la part de l'éducation, à travers des préceptes et des jugements moraux dans ce genre d'attitude? Ce que Nietzsche appelle dans Aurore la moralité des mœurs nous permet en partie de le penser. Un sentiment ou une émotion ne sont jamais neutres. Ils sont le produit d'une culture ou d'une éducation. Entre l'humilité et la lâcheté, l'envie conquête et l'envie jalousie, l'ajoute zizanie et l'ajoute conquête, la frontière est souvent étroite. Elle n'est en tout cas jamais donnée une fois pour toutes. Elle est construite par des processus sociaux dans lesquels la dimension morale n'est jamais inessentielle. Or, on constate que dans notre civilisation, pour des raisons complexes et anciennes, à la fois grecques, romaines et chrétiennes, l'expression des émotions a été durablement associée à un signe de faiblesse, à la marque d'une perte de contrôle de soi, voire une sorte de retour à la nature et à un état primitif de notre animalité. C'est encore la position au XIXe siècle du grand savant britannique Charles Darwin, dans son traité sur l'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal, 1872, l'année de la naissance de la tragédie. Selon lui, l'émotion correspond à un état primitif qui est observable chez l'animal et chez l'enfant. Je vous laisse savourer l'énumération. La femme, le vieillard, le handicapé mental et, the last but not the least, dans les races humaines qui ont peu de rapport avec les Européens. Je cite Charles Darwin. Le grand Charles ajoute: l'anglais ne pleure guère que sous la pression de la douleur la plus poignante. L'émotion est ici associée aux larmes, et les larmes à l'enfant, à la femme, au derviche, à toutes les figures de la faiblesse, de la fragilité. À Pénial, disons. Bien heureusement, nous ne voyons plus du tout les choses ainsi. Enfin, on veut l'espérer. Mais nous pouvons en tirer un enseignement. Les larmes, qui ne sont pas de simples sécrétions oculaires, chacun conviendra, sont le signe visible d'une exposition de soi, donc d'un risque pris par un sujet à l'endroit d'un autre sujet, celui de laisser transparaître quelque chose de ses états internes, comme la colère qui fait briser sa raquette au tennisman. L'exemple du tennis ne vient pas ici par hasard, il ne s'invite pas ici par hasard dans la conversation ou dans la réflexion, puisque le tennis est la quintessence même d'un sport à l'anglaise, avec des règles, avec des compétiteurs, des points, des arbitres, mais qui est aussi associé historiquement à un devoir de réserve, de retenue, de bonne tenue. Entendez, de retenue. On ne devait pas courir ni se jeter pour gagner un point sur le court, et toujours être vêtu avec une certaine tenue de rigueur. Cette tenue, retenue, toute anglaise, qu'est-elle sinon le signe d'une résistance, d'une défense, donc d'un malaise dans la civilisation face aux émotions? Est-ce à dire qu'il faudrait tolérer tout sauf la colère, la tristesse, la peur, la frustration, les débordements en tout genre dans les sports? Mais ces émotions sont le quotidien de l'athlète et du sportif de haut niveau.
il les emporte avec lui dans son Himalaya et son Everest à gravir quotidiennement. C'est une image que j'avais utilisée dans un livre récent. Alors, nous arrivons ici au cœur de notre problème, qui est lié à l'ambivalence du statut de l'émotion. À la fois obstacle et ressource, détournement et expression, impossibilité et condition même de l'agir humain, l'émotion peut se décrire avant tout phénoménologiquement comme un mouvement de soi hors de soi. C'est littéralement une émotion, un mouvement vers l'extérieur, dont l'éducation et la culture nous apprennent qu'il faut le retenir, le filtrer, le canaliser, le transformer. On peut bien sûr acquiescer au moins partiellement à cette idée, puisque c'est un des fondements de la vie sociale. La vie sociale serait impossible dans une expression constante et jamais réprimée d'émotions en tout genre et en tout sens. Les philosophes contemporains, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, qui appartiennent à la même génération de penseurs nés au tout début du XXe siècle, l'un est né en 1905, l'autre est né en 1908, ont toutefois bien montré que par nos émotions, nous ne nous contentons pas d'appréhender le monde, mais que déjà nous l'interrogeons et même nous le transformons, en projetant sur lui une forme de connaissance sensible et active. Le monde n'est jamais pour nous un donné brut qui serait là et qui me ferait face. Il est d'abord ce vers quoi je me projette d'une manière qui n'est jamais inessentielle ni neutre. Sans compter que la psychanalyse freudienne nous suggère également que le plus souvent, nous ne connaissons pas les causes réelles et efficientes de nos émotions, qui viennent de très loin, et qui se jouent de nous, en nous, par une disjonction impossible à maîtriser totalement entre affect et représentation, entre ressenti et verbalisation. Et très simplement, j'ai acquis la conviction entre ces murs que les sportifs de haut niveau auxquels j'ai le bonheur d'enseigner la philosophie ne savent pas, pour leur grande majorité, pourquoi ils font ce qu'ils font, ni pourquoi ils s'imposent à eux-mêmes autant d'efforts et de sacrifices. Il y a en effet un effet de surprise dans l'émotion, notamment sportive, lorsqu'on tente un peu d'y réfléchir. L'émotion surgit toujours d'une manière singulière, dans un contexte qui lui est propre. Quelles sont les émotions qui ont pu conduire un sujet à devenir sportif de haut niveau? Quelles sont les émotions qu'il éprouve dans son quotidien? Quelles sont les émotions qu'il éprouve après une compétition, dans une compétition, à la veille d'une compétition? Tout ceci est, à mon avis, un matériel anthropologique beaucoup trop peu exploré, notamment dans la presse et dans la médiatisation du sport, qui s'intéresse essentiellement aux résultats, à l'exploit, à la quantification, à la qualification, c'est-à-dire en fait à la numérisation et à l'arithmétisation du sport, plutôt qu'à sa dimension anthropologique. Alors, tout ceci a été, le lien entre émotion et surprise, très bien analysé par la philosophe Nathalie Depraz, et je voudrais lui laisser la primeur de cette réflexion et engager avec elle une discussion. Je pense que François sera des nôtres le jour où nous pourrons dialoguer, trialoguer, comme disait le président Giscard d'Estaing en montrant qu'il ne connaissait pas le grec à l'époque, mais nous aurons à explorer des champs aussi divers que ceux de la contemplation esthétique, de la pathologie traumatique et de la théologie mystique, car en réalité, et ça c'est un hommage que je rends à Benjamin Pichery, tout ça n'est pas étranger au fond à la chose sportive, à la réflexion qu'on peut mener sur le sport. D'ailleurs, dans un pays aussi académique que le nôtre, décloisonner, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, et faire que nous puissions discuter depuis des angles différents de choses qui ne nous apparaîtraient pas évidemment ou immédiatement intelligibles sous cet angle, ça me semble être une des priorités, c'est peut-être même une des raisons d'être de cette université. Donc, lorsque Madame Depraz s'occupe de l'effroi du beau, ou de la sobre ivresse, ou de la joie douloureuse, je me dis qu'il serait peut-être bon un jour que nous envisagions sérieusement de la convier à se mêler à nos échanges sur l'émotion sportive, dont elle ne souffle d'ailleurs mot, pas plus que Jean Kelevitch n'avait parlé du sport ou du football d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y aurait beaucoup à dire, par exemple, sur la victoire qui a un goût de défaite, ou l'inverse, sur la défaite dont on sort victorieux
dans un match, ou dans une compétition, avec soi ou contre le chronomètre ou contre les éléments. Et donc, nous nous proposons cette rencontre. L'émotion, c'est donc ce qui advient à un sujet humain, une machine ou un objet, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas d'émotion. Un animal en éprouve incontestablement, mais sans doute très différemment de nous. Mais chez le sujet humain, ce n'est pas le simple fait de sa subjectivité individuelle qui fait éprouver à un individu une émotion. Ce n'est pas simplement l'élément de son petit moi, comme l'appelait Freud. Le philosophe Gilles Deleuze, qui a par ailleurs tout fait pour se démarquer de la conception freudienne de l'inconscient, qui pour lui est une usine et non pas un théâtre, mais qui a écrit de très belles pages sur le jeu tennistique de Björn Borg, insiste sur un point fondamental. Si l'émotion est la mienne, elle ne dit paradoxalement jamais exclusivement je. Elle n'est pas de l'ordre du moi. Elle est un événement. C'est quelque chose qui advient, mais d'une façon particulière. Elle m'arrive à moi, certes, mais à la troisième personne avec une intensité redoublée. Il est plus fort, rappelle Deleuze, de dire « il souffre » ou « elle souffre » ou « on souffre »,« ça souffre », plutôt que de dire simplement « je souffre ». Pourquoi cela? Parce qu'il y a une dimension intersubjective dans toute émotion, quelque chose qui vient de plus loin que soi-même, comme la forme fossilisée d'un mouvement qui nous est toujours plus intérieur et antérieur, quand ce n'est pas très antérieur. Dans mon émotion, à la limite, je peux lire l'histoire d'une société. Prenons deux exemples. L'un dans la victoire et l'autre dans la défaite, tous deux sportives, cela va sans dire ici. Comment s'exprime l'émotion sportive victorieuse du côté du gagnant? Je vais prendre un exemple. Dans cette énorme rétention de force, dont Nietzsche aurait eu beaucoup de choses à dire, en tout genre, de pulsions, d'instincts, de sentiments, qui prévaut au cours d'une quinzaine de jours, comme celle d'un tournoi du Grand Chelem de tennis, comme celui de Roland-Garros, avec toute la médiatisation, les enjeux financiers considérables, qui sont les siens. On pourrait penser que chaque joueur exprime à sa façon une émotion distincte, comme par exemple notre seul et unique gagnant dans cette compétition, Yannick Noah, qui court dans les bras de son père en 1983. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette scène. C'est une scène magnifique et sans doute très complexe. Or, on observe que tous les joueurs de tennis, ou presque, font aujourd'hui sensiblement la même chose, dont la principale est de contrevenir à toute forme de retenue élémentaire en matière de tennis et de réserve so British. Le joueur ou la joueuse qui l'emporte se laisse tomber par terre, selon un mouvement qui, à présent bien réglé, est presque toujours le même. On met ses mains sur son visage, comme pour le cacher, on tombe les bras en croix, en mode christique, etc. Ce simple exemple montre, me semble, combien l'expression de nos émotions est tout sauf immotivée et indéterminée, sans cesser pour autant d'être vraie et sincère. Sportif qui tombe en croix au bout de 15 jours de traversée de matchs plus durs les uns que les autres, évidemment, il est sincère, il est vrai dans son émotion. Même si son émotion est sans doute celle d'un groupe, d'un entourage, d'un clan, d'un groupe, d'une équipe, à la limite d'une entreprise, d'une société, que simplement un individu. Ce sont bien nos émotions, mais elles se donnent à nous et se manifestent aux autres par des signes et par des gestes à la fois corporels et verbaux, qui se doivent d'être reconnaissables et intelligibles pour les autres. Nos émotions sont le langage par lequel nous nous disons nous-mêmes. Il nous faut les exprimer, mais on ne peut le faire que dans une langue qui a en propre d'être toujours peu ou prou commune, sinon ce n'est pas du tout un langage. Non seulement nous manifestons nos émotions, non seulement nous le faisons aux autres, mais en un sens, nous ne le faisons que par et pour les autres. Une émotion qui serait purement solitaire, centripète, incomprise et non reçue, ne serait à la limite même pas un mouvement ou une motion, mais selon la très forte expression
employé par le philosophe George Didier Huberman, une sorte de kyste mort à l'intérieur de nous-mêmes. On comprend pourquoi l'enfant qui joue s'imagine un public, un monde, une scène, et pourquoi une compétition devant des gradins vides est moins intense que dans un stade en fusion. Une émotion n'existe en réalité que déjà transmise, comme la réponse à un appel que phénoménologiquement elle constitue elle-même. L'émotion n'est pas seulement surprise, elle est aussi échange, par un mouvement de transmission qui n'en transmet pas seulement soi ou le petit moi, mais aussi les autres. Le sport, les sports, sont des lieux privilégiés et rarement étudiés en tant que tels, faisons-le ici, de manifestation de ces motions, de ces émotions, de ces co-motions, qui sont des transformations de soi par soi, au contact et à destination des autres. Alors, je voudrais ici prolonger, parachever les quelques choses qui ont été, comment dire, murmurées, bredouillées, improvisées ici, avant d'avoir un échange avec mon ancienne élève, puisqu'elle est presque mon ancienne élève maintenant, basketteuse Astrid Courbeau, qui est ici présente, et en réalité, pour lancer cet échange lui-même, y compris avec son entraîneur, parce que c'est une chose que j'ai souhaité par une sorte de performativité ou de happening intellectuel, que nous soyons tous les trois ici réunis, et 4 avec François aussi, pour évoquer un point qui me semble essentiel, en prenant l'exemple d'un sentiment ou d'une émotion, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit en préambule, ce travail que j'inaugure aujourd'hui n'est pour moi que le lancement d'une recherche. Je voudrais prendre l'exemple d'un sentiment ou d'une émotion qui, à mon avis, joue un rôle essentiel dans le champ de l'activité humaine en général, mais tout particulièrement dans le domaine sportif, c'est la confiance. Et on va en parler, ma chère Astrid, ensemble, juste après. J'aurais pu prendre la colère. Et très franchement, cette émotion vétérotestamentaire, je me la garde pour une conférence ultérieure que je lui consacrerai, la colère dans le sport. Vous voyez, par exemple, dans le tennis, il me semble que la colère a un statut tout à fait particulier, parce qu'évidemment, un point se rejoue immédiatement après. Donc, il faut immédiatement se remettre en selle. Là où c'est ce que je faisais, le philosophe, je voulais dire le footballeur. Là où le footballeur va courir 30 mètres, 20 mètres, va en un sens avoir une décharge physique, le tennisman, il faut qu'il remette une balle dans sa poche, qu'il se remette au service et qu'il mette son mouchoir et sa colère par-dessus, comme disaient nos mamans quand nous étions petits. J'aurais pu prendre la colère, mais je le ferai la prochaine fois, la couleur aussi d'ailleurs. Mais je ne sais pas, peut-être que nous aurons l'occasion de le faire, j'espère qu'on pourra l'annoncer tout à l'heure dans ce grand colloque international que nous organisons ici l'année prochaine, mais qui sera en duplex avec New York, avec la New York University, avec la Maison française de New York, autour de ce que nous appellerons le fait sportif, en essayant justement d'aller de l'émotion vers la réflexion. Vous y serez évidemment tous conviés et nous communiquerons en ce sens à ce moment-là. Alors, cette question de la confiance, comme sentiment ou comme émotion, a été analysée dans, je dirais, le champ gravitationnel de la phénoménologie nord-américaine. Enfin, une fois coutume, il y a des phénoménologues américains aussi, et pas simplement des philosophes analytiques, par un certain Anthony G. Steinbock, qui est professeur à la Stony-Brook University, à côté de New York, au nord-est de New York. Et Steinbock a une analyse assez intéressante de la confiance que sur laquelle je voudrais m'appuyer, que je voudrais vous transmettre, et à partir de laquelle nous pourrions réfléchir ensuite avec Astrid. En refusant de réduire l'émotion à un simple objectivant lié à la cognition, comme le fait encore Husserl, qui voit l'émotion comme essentiellement un acte objectivant de type cognitif. Husserl, qui est pourtant soucieux de faire une certaine place aux émotions et à l'affectivité, devra la montrer.
Steinbock s'interroge sur le mode de donation, d'un point de vue phénoménologique, des actes qui appartiennent à notre sphère affective. La confiance peut-elle exister, peut-elle advenir et peut-elle se conserver sans certains actes objectivants? A priori, non. Si la confiance est considérée comme une forme de jugement, comme une décision rationnelle, ou encore comme l'évaluation épistémique d'un risque, le risque de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, elle appartient a priori davantage à la sphère cognitive qu'à la sphère émotionnelle. C'est sans doute le cas. Nous prenons confiance quand nous avons, par exemple, jugé que nous avons des raisons de pouvoir le faire. Par exemple, suite à des progrès ou à des résultats encourageants que nous avons obtenus dans nos actions. Nous serions donc fondés cognitivement à être confiants, à le devenir ou à le demeurer. Évidemment, il n'en est rien. La confiance ne dure jamais très longtemps. Et nous la prenons, comme disent aujourd'hui de manière débraillée les étudiantes, mais nous la perdons aussi assez rapidement. L'intérêt de l'approche de Steinbock est de montrer que la confiance relève aussi et sans doute essentiellement d'une sphère affective unique et qui a en propre d'être précisément non fondée de façon purement cognitive. C'est pourquoi elle ne peut faire l'objet d'une simple déduction logique. On ne peut pas décider avec des éléments simplement logiques que je serai confiant. Mais il faut en passer pour la comprendre par une analyse phénoménologique, donc descriptive, de ses modalités de donation en considérant sa temporalité propre, sa modélisation de possibilités et sa relation à l'altérité. Steinbock y insiste. Nos émotions sont des faits à la fois spirituels, moraux et sociaux qui impliquent une dimension interpersonnelle fondamentale et irréductible. Parmi elles, il inclut le remords, le regret, l'optimisme, le pessimisme, la panique, la surprise, la sincérité, qui lui paraissent les plus évidentes. Toutes ces émotions ont une place de choix dans la pratique sportive, surtout celle qui se fait au haut niveau. Mais elles ne sont pas forcément morales, car pas toutes interpersonnelles ou intersubjectives. De même que pour certaines tonalités de ce que Heidegger a appelé le Dasein, comme l'ennui, le souci ou l'angoisse. Qu'est-ce que la confiance? En quoi la confiance est-elle une expérience morale et interpersonnelle de type émotionnel qui intervient dans la chose sportive? Pour la saisir, il faut avant tout la distinguer de ce qu'elle paraît être, mais n'est pas, la fiabilité. Une des choses que nous apprenons en philosophie à nos élèves ou à nos étudiants, c'est de pratiquer des distinctions conceptuelles, de voir que les concepts se chevauchent à travers des notions, mais que leur domaine d'analyse est souvent moins connexe ou moins superposé qu'il n'y paraît. Dans les deux cas, il nous faut ne pas nous en tenir simplement à des considérations générales, mais essayer de pratiquer donc une distinction conceptuelle avec un terme qui est souvent considéré comme très proche de la confiance, c'est la fiabilité. Dans les deux cas, dans la confiance et dans la fiabilité, on trouve la racine latine fides, qui désigne la foi, qui donne aussi la fidélité. Un objet, par exemple, du quotidien, est jugé fiable quand il a fait ses preuves. Par exemple, ce téléphone que j'ai là, à côté de moi, et par extension, la marque à laquelle ce téléphone est rattaché. Mais la fiabilité, elle est essentiellement tournée vers le passé. La chose fiable l'est sur la base d'une expérience qui est avant tout tournée vers le passé. Et aussi, dans la mesure où elle répond à mes attentes actuelles, vers le présent. Une chose, à la limite un autre sujet humain, est anticipée comme fiable sur un mode direct qui motive la fiabilité. Mais la fiabilité n'est jamais simplement le remplissement cognitif d'une anticipation. C'est aussi un mode présent de l'action. J'expérimente que cet escalier que je vais emprunter est bien fait
et qu'il est fiable quand je peux l'anticiper, mais que je peux aussi le parcourir en toute sécurité. Ce n'est pas une simple probabilité sur le mode de l'attente. S'il est seulement probable que la voiture qui est dans le garage, par grand froid, va redémarrer, ou qu'elle va résister au choc en cas de collision, ce n'est pas suffisant pour moi qu'elle soit fiable, car la fiabilité est un mode pratique de croyance directe, c'est-à-dire immédiate. Elle porte avant tout sur la fonctionnalité de la chose ou de la personne. Dans la confiance, le rapport à la temporalité est très différent. Certes, on la construit et on l'entretient, donc elle est liée au temps. Mais la vraie différence d'un point de vue phénoménologique, c'est que la confiance n'a pas besoin d'une accumulation d'expériences provenant du passé pour exister. À la limite, je peux faire confiance à quelqu'un dont je ne sais rien pour surveiller mon ordinateur dans une bibliothèque, je dois me rendre aux toilettes, ou mon vélo dans la rue, si je rencontre quelqu'un ou s'il survient un événement. La confiance est donc possible et même réelle avec un parfait inconnu, dont j'interprète seulement les signes qui me permettent de le connaître, mais sans pouvoir en vérifier ni en certifier dans l'expérience le bien fondé ou l'authenticité. Et ni vraiment causé ou conditionné, pour le dire kantien, ni purement arbitraire. La confiance est de l'ordre du mystère, puisqu'elle peut non seulement s'adresser spontanément à un inconnu, mais elle peut aussi se redonner éventuellement à celui ou à celle qui a trahi la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est finalement? Sinon, la capacité qu'un être a à se détendre, c'est-à-dire à faire baisser le niveau de tension interne qui est le sien, et du moins à lui éviter de nuire à la concentration qui est la sienne en vue de la réalisation d'une action. En cela, la confiance peut aussi être surabondante. Et on parle d'un excès de confiance. On croit alors possible et même facile ce qui l'est objectivement moins qu'on ne le pense et qui demeure toujours incertain et contingent tant qu'il n'a pas été vraiment accompli. La fameuse peau de l'ours. Par ailleurs, la confiance ne se gagne pas non plus vraiment, sans risquer de la confondre avec la fiabilité. Elle est plutôt une orientation vers une possibilité profonde qui nous expose à ce qui n'est pas attendu et ce qui ne peut l'être. C'est là que la dimension de la surprise réapparaît, en tant qu'ouverture à l'avenir ou à un futur immédiat. Quand elle se libère, quand elle se déclenche, elle jaillit, l'émotion nous ouvre à ce qui se produit en nous et hors de nous. Je n'en connais pas personnellement de plus bel exemple que l'explosion de joie de Marco Tardelli lorsqu'il marque le 3e but de la victoire de l'Italie contre l'Allemagne en finale du mondial espagnol à Madrid en 1982, qui n'efface pas tout à fait les émotions de Séville, quelques jours, quelques soirs plus tôt. Mais cette émotion, le déclenchement de cette émotion, à un moment, j'avais pensé demander à nos amis ici, à nos complices, de vous projeter cette séquence, mais nous sommes dans un monde de l'immédiat où tout arrive d'un clic. Alors je vous laisse y aller, prendre le temps de la désirer, cette séquence, et si vous pouvez revoir le but où Marco Tardelli met un but, et comme il est un milieu de terrain plutôt laborieux et défensif, il est d'abord étonné et surpris lui-même de mettre un but, et puis je crois que le temps de la perlaboration de l'acte cognitif par lequel il reconnaît quand même qu'il a mis un but, fait qu'à un moment, il comprend aussi en même temps, un peu comme dans la finale de Ligue des Champions la dernière fois quand il y a eu le 4e but, on comprend que ça y est, c'est plié, que c'est fait. Et donc une autre émotion se déclenche en cascade à l'intérieur de l'émotion. Parce que, évidemment, dans une pratique sportive, plusieurs émotions se poursuivent au portillon ou se font suite temporellement, sans qu'il y ait d'ailleurs une stricte succession au sens temporel. Mais la confiance, revenons-y, se distingue donc enfin de la fiabilité par le fait qu'aucun signe ne la démontre, une fois pour toutes. On ne peut prouver que le fait de ne pas être digne de confiance ou de ne pas être capable de confiance. Ça, on peut le montrer. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la confiance telle qu'elle est requise par l'activité sportive
Et elle est non seulement ce qui me relie alors à un autre être, voire à un entourage, mon coach, mes coéquipiers, mais aussi à moi-même. C'est la confiance en soi, qui est inséparable de l'estime de soi. Elle est la capacité qu'un sujet a de se projeter vers son propre avenir, sans craindre ni attendre quelque chose, mais en se fiant à ce qu'il ressent et à ce qu'il croit à la fois être possible en soi et à sa portée à lui, dans sa capacité, pour vous dire. Un tel sentiment est par nature variable et multiparamétré. Alors, pour nommer cette structure temporelle propre à la confiance, Steinbock, comme font tous les bons philosophes, Deleuze, il a créé un concept, hein, il a forgé un néologisme qu'il a appelé pro-offering, qui est bâti sur les deux mots anglais pro, le mot latin pour, vers, et offering, qui est le gérondif du verbe offer, pro-offer, qui veut dire donner, offrir à quelqu'un. Soit par le mouvement temporalisant d'un offrir devant. C'est ainsi que nous pourrions le traduire. Ce qu'on retrouve un peu dans l'expression française aller de l'avant, mais qui signifie aussi avancer et ne pas renoncer. Ce n'est pas ici l'attente de la fiabilité, ni la durée de l'espoir. C'est autre chose. C'est un engagement d'un autre type qui prévaut dans la confiance, un engagement qui me lie à l'autre et ou à moi-même ou à soi-même comme un autre, pour reprendre l'expression de Ricoeur. Or, un tel acte, la confiance, ne peut être purement cognitif ou purement épistémique. Il implique une part de don de soi par lequel nous acceptons de faire une expérience décisive, celle de notre propre vulnérabilité. Elle est essentielle à la confiance, qui n'est pas la simple naïveté, mais qui a à voir avec une forme de croyance. Avoir confiance en quelqu'un ou en soi, ce n'est pas seulement se fier à quelque chose ou à quelqu'un, y compris soi-même, mais c'est s'exposer soi-même au risque d'habiter un monde dans lequel l'autre comme moi comme l'autre, je peux échouer, être vulnérable, m'exposer sans craindre que mes émotions soient comprises ou non, ou qu'elles soient comprises comme des faiblesses et mes sentiments comme des travers. Décider de faire confiance ou de se faire confiance est la plus paradoxale de toutes les décisions que nous ayons à prendre, puisqu'elle nous conduit à décider de ne plus décider. Et ce faisant, elle est le signe, non pas que nous prenons une décision, mais que nous sommes nous-mêmes la décision que nous prenons, ou qui, par le truchement d'une émotion vécue jusqu'au bout, nous surprend. Je vous remercie. Alors, avant d'avoir un échange avec la salle, donc je voudrais, avec François, et qui va prendre la parole et va prendre aussi le micro, et peut-être nous guider et modérer tout cela. Donc, je voudrais que vienne nous rejoindre Astrid Courbeau, et peut-être que vous l'applaudissiez, ça va l'encourager, hein, parce que voilà, il est blessé dans le sport et dans le quotidien, partout, n'est-ce pas, hein, à venir se mettre, mettez-vous peut-être à côté de François. Et Astrid et moi, nous nous connaissons assez bien. Il y a entre nous, je crois pouvoir le dire, une estime mutuelle et une certaine confiance. Sans elle, je ne vous aurais pas convié aujourd'hui à être parmi nous. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de vos entraîneurs, le préparateur, Fabien Frédizac, qui nous a fait l'amitié de se libérer alors qu'il avait des contraintes sportives pour être là, je dirais, parce que je pense que ça m'intéresse à titre personnel, mais aussi pour être là auprès de son athlète, d'une athlète qu'il suit et qui l'encourage. On va parler de ce travail-là. Et voilà, on a eu l'occasion avec Fabien, aussi avec vous, de parler de vos émotions et de votre manière de les manifester, de les accepter, de les transformer. Alors moi, je voudrais vous poser 3 questions, et François les reçoit au vol, mais ne vous inquiétez pas, c'est un homme qui est tout terrain et qui saura se les approprier. Quelles sont les émotions, Astrid, qui vous ont conduite à devenir une sportive de haut niveau? Parce que c'est sur ce terrain-là
que ça s'est joué? Quelles sont les émotions les plus fortes que vous avez ressenties lors de votre jeune et brillante carrière d'athlète? Et surtout, peut-être, sur quelles émotions est-ce que vous avez dû, vous avez pu, vous avez su, vous avez voulu travailler au cours de ces derniers mois auprès de Fabien, suite à une blessure et à un diagnostic particulier dont peut-être nous allons parler. Alors, voilà, on va peut-être laisser François, s'il veut articuler tout cela et nous dire comment nous devons procéder. Non, non, je vais simplement faire une remarque, mais excuse-moi, plus générale. Je crois qu'il y a une thèse qui est très provocatrice, hein, que tu énonces, mais de manière implicite, c'est que le sport pense. Et ça, c'est très paradoxal, hein, parce qu'on a l'impression que la philosophie pense, mais elle pense d'une manière particulière, c'est-à-dire un exercice de la raison, avec l'argumentation, etc. Tu cites des philosophes, dans un dialogue de Platon, à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'était Socrate répond « La philosophie, elle est science, épistémè. » Autant dire que ce qui relève du vivre, des émotions, ce qui relève de la subjectivité, va être laissé en dehors de la philosophie pendant très longtemps, récupéré par la religion, puis ensuite par la littérature, par les arts, etc. Or, ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, on ne se contentera pas simplement de dire que le sport pense, on sait bien que le corps pense, au moins depuis Spinoza, mais en retour, le sport qui pense, il interroge la philosophie. Et d'une certaine manière, la philosophie est peut-être obligée de renouveler sa manière de penser et d'envisager ce dont tu viens de parler, à savoir les émotions, la subjectivité, etc. Donc voilà, je laisse pose une question à cette personne qui est à côté de moi. Je vais faire une remarque d'un point de vue strictement philosophique. Oui, on entend dans le micro là. Non, ça me paraît très juste, et ça me paraît même quasiment voilà, des conditions et des prérequis de tout ce qu'on fait ici. Mais c'est très bien que tu le rappelles et que tu le dises comme ça, avec cette simplicité linéaire-là, cet côté incisif-là, parce que c'est exactement ça. Le sport pense, et non seulement il a à nous faire penser, mais il pense. C'est marrant, tu vois, quand tu disais ça et quand tu parlais, moi je pensais à ce que Deleuze disait du cinéma, en disant que dans l'immense majorité de la production cinématographique, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qu'il y a aussi des œuvres qui pensent vraiment et qui font penser. Et je pense qu'effectivement, il y a des matchs, il y a des compétitions, il y a des choses qui nous font penser, peut-être pas tous, peut-être pas tout le temps, encore que, mais je me retrouve pleinement dans ce que tu viens de dénoncer. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle François Julien, qui distingue le pensant, qui est du côté de la philosophie, et le pensif, qui est du côté de la vie, et peut-être du côté du sport. Donc il faudrait interroger ce mode de pensée particulier qui est le sport en acte, et pas simplement la pensée que l'on a sur le sport. Ça me semble quelque chose qui arrache déjà l'univers du sport à ce qu'il est aujourd'hui, et parfois confiné à être simplement de l'ordre du divertissement ou à des enjeux de type économique. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort anthropologiquement. Oui, mais Rodin, c'est tout ce statut, le penseur de Rodin, mais Patrick Moult, je voyais très récemment sur un réseau social professionnel évoquer la vente, je crois, ou la mise en vente d'une statue qu'on voit tous passer devant l'INSEP, mais qui, voilà, on pourrait l'appeler le sportif qui pense aussi, mais c'est ça, il y a dans le geste sportif quelque chose qui pense. Alors Astrid, on en vient à vous parce que, voilà, vous incarnez le sport et les émotions du sportif. Alors, j'avais énoncé un peu 3 choses, mais vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Des émotions peut-être constitutives de votre parcours sportif, des émotions que vous avez rencontrées dans ce parcours et les émotions dans lesquelles vous êtes maintenant. Et vous avez le droit de briser l'ordre chronologique et même de l'inverser, si vous voulez, et de commencer par maintenant, si vous voulez, à la limite, et par les Ketnouk, comme vous voulez. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Non, j'ai commencé par le début. Quand j'ai commencé le sport, forcément, j'ai pas eu un but compétitif, j'ai pas voulu forcément faire plein de grandes compétitions, gagner des titres, etc. C'est quand j'ai commencé à avoir 11 ans que j'ai pris le sport vraiment sérieusement. Et j'ai commencé le sport particulièrement parce que je voulais gagner, comme je pense la plupart des sportifs d'aujourd'hui. Et également parce que le sport, nous, chez les jeunes, on dit souvent que ça procure du bon stress. Le stress, du coup, de gagner des matchs importants, le stress de faire des bonnes performances,
de gagner des titres. Et donc, principalement, j'ai commencé le sport donc, pour la joie, donc d'être avec une équipe, de partager des bons moments en dehors des cours, en dehors des loisirs. Et aussi pour rendre fière ma famille. La fierté, je pense, c'est l'émotion principale qu'on peut ressentir chez les sportifs. Rendre fier sa famille, se rendre fier soi-même et également rendre fier son pays. J'ai eu la chance de pouvoir faire une compétition internationale où j'ai représenté mon pays et forcément, bah, je pense aux jeunes filles qui aimeraient être à ma place. Et donc, ouais, la joie de jouer, la joie de pouvoir jouer parce que des fois, on peut pas. J'ai pu être écartée des terrains et donc forcément être sur le terrain, bah, ça a un autre goût quand on est en bonne forme, en bonne condition. Et donc, ouais, le bon stress avant les compétitions et aussi rendre fier notre entourage et les personnes qui nous regardent, c'est très important pour moi. Alors, juste une première question sur. C'était tout de suite le basket, le sport? Ou il y avait les sports? Au départ, j'ai fait de la danse. Ouais. J'ai vite arrêté. Mais non, je suis vite dérivée sur le basket. Vous riez comme disait la danse. Parce que c'était pas vraiment un sport ou... Non, Parce que vous n'étiez pas. très nulle. Vous n'étiez pas fort, d'accord. Okay. Donc vous n'étiez pas compétitif dans Exactement, dans la danse. Mais par contre, sur le terrain de basket, par votre morphologie, par vos qualités athlétiques, par vos qualités techniques, tactiques, etc., vous avez tout de suite, ou assez tôt, manifesté des qualités suffisantes pour qu'on vous détecte. Ouais, exactement. Voilà, on vous a détecté un potentiel, et puis après, vous avez fait le reste du boulot. Alors, moi, une chose, avant même qu'on aille plus loin, qui me frappe vraiment, c'est cette formulation en boucle que vous avez, mais qu'ont la plupart des sportifs que j'ai ici à l'INSEP. Il faudra vraiment qu'on réfléchisse, parce que ça c'est vraiment un bel objet philosophique aussi. Pas toujours analysé par les philosophes, enfin, je ne crois pas beaucoup même, c'est la fierté. Ce sentiment, cette émotion qu'est la fierté, qui est quelque chose qui n'est pas, à mon avis, simplement patriotique. Je pense que c'est la fibre, elle se greffe plus tard, mais il y a quelque chose dans la fierté. Alors, soit c'est une manifestation de soi, une expression de soi, etc. Soit c'est souvent quand même une compensation, une réparation. Oui, dans le parcours du sportif de haut niveau, moi, ce que j'ai repéré, hein, quand je parle avec vous, notamment quand on fait les cours sur l'inconscient, je prends un certain nombre d'exemples qui peuvent parler à des sportifs, c'est que on ne vient pas sportif de haut niveau par hasard. Oui. Et ma question d'ailleurs, de savoir vos émotions constitutives de votre rapport à la compétition, ne venait pas non plus par hasard. Est-ce que du point de vue de cette vulnérabilité-là, de cette fragilité-là, sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça apporte finalement quand on est un préadolescent ou un adolescent que d'être de se tourner vers la compétition comme ça? Parce que vous dites nous les jeunes, tout à l'heure vous êtes inscrits dans un ensemble qui était nous les jeunes. Il y a plein de jeunes qui ne font pas de sport, hein, il y a plein de jeunes qui ne font pas de compétition, mais il y en a beaucoup qui voudraient en faire, d'accord, ou qui admirent les sportifs, comme les chanteurs ou comme autre chose. Mais qu'est-ce qui... Vous pouvez reformuler en Je ne sais pas. Et la préciser, je veux dire, est-ce que ça correspond, je sais pas, moi, par exemple, est-ce que vous êtes capable de dire, je sais pas moi, par exemple, dans ma fratrie, je me sentais pas le plus aimé, ou au contraire, je suis pas la lumière, il fallait tout le temps que j'ai des médailles pour, j'étais la star de la famille, ou au contraire, le canard boiteux, c'est souvent, ou l'un ou l'autre, ou au contraire, j'étais dans la zone grise. Et une manière de sortir de la zone grise, c'est un adolescent ou un préadolescent, il n'a pas 50 manières de sortir de la zone grise, hein, s'il est dans la zone grise. Soit il fait des bêtises, soit il brille. Soit il brille dans les bêtises, soit il brille dans les succès. Je veux dire, mais il y a une manière de se faire identifier, vous voyez ce que je veux dire? D'avoir des titres. Si j'ai des titres, je suis identifié. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, il y avait des trucs, je vois par exemple, moi j'ai des titres, je suis agrégé, je suis docteur, François, plein d'autres comme ça. Ce sont des titres auxquels on tient même quand on a des cheveux blancs ou plus de cheveux. Hein. Mais ce sont des titres, vous voyez, les titres, c'est quelque chose qui vous donne une sorte de consistance, mais on n'est pas ça, on n'est pas ces titres. On est ce qu'on fait, ou à quel titre on mène une activité. Vous identifiez ça ou pas du tout? Mais je suis la seule fille de la famille et la seule qui a fait du sport à un certain niveau, même si j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais c'est vrai que du coup, je dois un peu assumer au sein de ma famille le statut de la sportive. Et on me met souvent en avant, et des fois, c'est un peu compliqué de gérer ça. Parce que par exemple, mes parents, quand ils rencontrent par exemple des commerçants, ils vont commencer à raconter ma vie alors qu'ils n'ont même rien à me demander. Donc je me dis que c'est par fierté, mais des fois, ouais, c'est compliqué d'assumer tous les jours
ah oui, elle a fait un championnat d'Europe, ah, elle a fait ci, elle a fait ça, ah, elle est à l'INSEP. C'est compliqué de toujours se dire que ma famille me voit parce que aussi je suis sportive. Et pas simplement comme son Oui, pas enfant. simplement. Mais ça fait partie de moi et ils ont fait aussi des sacrifices comme moi pour que je puisse mener à bien mon début de carrière. Mais ouais, c'est compliqué. C'est pas toujours facile d'être sportif de haut niveau parce que on est loin de sa famille. Ici, bah, je suis seule. Je suis partie de chez moi à 11 ans. Et donc, la vie d'une jeune adolescente, elle est complètement bouleversée dès le plus jeune âge, quoi. Et en même temps, restructurer d'une autre manière. François? Oui, non, je voulais poser, d'abord, pour illustrer la fierté, il y a une célèbre statue qui est l'Orige de Delphes. Bien sûr. Il y a ce personnage qui a une sorte de port sans filiale, une certaine manière de conquérir le monde. Oui, La tenance. il est sicilien, il a été offert par la ville de Gela. Alors voilà, Il a été offert par la ville de Gela à Delphes. il vérifie quand même quelques affinités. Peut-être, naturel. Une question que je voulais vous poser, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'émotion, est-ce que votre expérience sportive, qui a déjà tant d'années, est-ce que ça a enrichi la connaissance que vous avez de vous-même, mais du point de vue des émotions? Et pas simplement maîtrise du corps, etc. Simplement, est-ce que vous sentez que un certain nombre de choses qui étaient à peine discernées, eh bien, adviennent à votre conscience et que vous avez une maîtrise sur ces choses? Bah, c'est là que je viens un peu du travail que j'ai fait avec Fabien. Au début, je ne m'intéressais pas forcément à tout ce qui était mental, mais c'est vrai que là, du coup, pendant ma période de convalescence, bah, vu que je ne pouvais rien faire en termes physiques, bah, avec Fabien, on s'est beaucoup interrogé sur tout le plan mental. Et maintenant, ça me fait un peu peur parce qu'il arrive un peu trop à savoir comment je fonctionne maintenant. Mais c'est vrai que j'arrive à beaucoup plus distinguer comment je peux faire face à certaines situations. Et c'est vrai que l'aspect mental, forcément, ça prend vraiment. Enfin, maintenant, avant, je m'en foutais un peu, mais maintenant, ça prend vraiment une grande place pour moi, et même peut-être plus que l'aspect physique. Et ouais, du coup, maintenant, je me connais mieux. Je sais quand est-ce que des fois, il faut que je fasse des pauses pour me régénérer. Et, et c'est. Je me sens sourire. Non, mais je me connais beaucoup mieux qu'avant et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, dans la période de convalescence. Alors, la blessure, on y vient. Pas la petite superficielle, là, ça c'est des accidents domestiques, ça c'est rien du tout. On parle de la vraie blessure. Donc le vrai problème, c'est un problème, on peut le dire, osseux, pas de fatigue au dos. Donc avec en plus une sorte de diagnostic qui venait se greffer là-dessus, une sorte d'inquiétude sur des fils qui pouvaient se défaire un peu, peut-être l'idée que ça pourrait entraver des choses à l'avenir, etc. Donc ça veut dire, vous l'avez dit, vous l'avez énoncé, hein, ça veut dire, je suis une sportive de haut niveau et j'espère que je vais le rester, j'espère que ma carrière va continuer. Mais nous, on espère ça évidemment de toutes nos forces, mais on est sûr que ça va se passer, il n'y a pas de raison. Allez. Mais du coup, faut gérer ça aussi émotionnellement. Il faut gérer d'abord l'arrêt, la suspension, avec toujours cette dimension indéterminée des conditions du retour, parce qu'à votre âge, tout va très très vite. Vous avez des concurrentes. Votre développement, si vous ne progressez pas, va faire que l'écart se creuse géométriquement entre vous. Si déjà il y a des inégalités naturelles, comme dirait Rousseau, chez vous, elles peuvent se creuser géométriquement, et là, ça devient carrément compliqué. Hein. Mais en plus, peut-être l'impossibilité même d'un arrêt qui ne soit pas une suspension, mais qui soit un arrêt définitif. Et qui est un danger plus ou moins écarté, là, maintenant. Oui, maintenant, mais il a été mis sur la table. Il a été mis sur la table, y compris sur la table de famille, alors. Sur la table des médecins. Sur la table des médecins, mais je veux dire, il est arrivé jusqu'à la famille qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis plus non plus la sportive de la famille, celle dont on parle dans le quartier, etc. Alors comment ce nœud émotionnel, comment est-ce que vous avez réussi à le dénouer? Et il est peut-être pas complètement défait ce nœud-là, mais où est-ce que vous en êtes là, on est vraiment là, on a mis les mains dans la matrice du sport. Là, je crois, c'est vraiment intéressant le travail qu'on met. La première fois que j'ai parlé avec Fabien des émotions, parce que je me confiais à personne. Fabien, c'est la seule personne à qui j'ai réussi à me confier cette année. Et il m'a fait part des phases de deuil. Je crois qu'il y a 5 phases, si je me rappelle bien. Et je me suis rendu compte que j'ai vécu la même chose, mais pour une blessure. Qu'il y avait les phases de colère, d'injustice, de déni, etc.
Et du coup, au départ, c'était la première semaine, ça a été compliqué pour moi de l'accepter. C'est la deuxième fois, enfin, c'est la deuxième année de suite où je me refais la même blessure. Et donc, c'était compliqué émotionnellement parlant de devoir garder tout ça pour moi. Et du coup, c'est pour ça que Fabien était une grande aide pour moi cette année. Et je sais plus quoi la question. Et donc, comment vous avancez avec ça? Comment vous dénouez ça? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la situation est moins tendue, moins grave, moins préoccupante qu'elle ne l'a été il y a quelques semaines pour vous? Est-ce que ça va mieux? Je veux dire, est-ce que c'est possible? Parce que ce travail, il est hyper précieux que vous faites avec votre coach, là, en fait. Ouais. Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai enfin réussi, du coup, à extérioriser ce que je ressentais. Et un des principaux, un travail qu'on a fait ensemble, c'était de localiser les émotions dans mon corps et du coup de dire l'impact qu'elles avaient sur moi. Par exemple, que ce soit localisé dans le ventre, dans la tête, dans le cœur. Ça m'a permis de comprendre aussi comment mes émotions se manifestaient sur moi. Et ça permettait que les périodes, on va dire, où les émotions étaient plutôt négatives, elles soient plus courtes. Et du coup, on a réussi aussi à prolonger les émotions positives. Mais au moins, ça a permis que je garde le sourire, que j'arrive à relativiser. Et même si c'était pas facile tous les jours, j'en ai vécu un peu des fois où c'était pas très agréable. Mais en tout cas, on a réussi à faire que les périodes compliquées, elles ne durent pas très longtemps. Ce que j'ai dit aujourd'hui avec, voilà, vous êtes une élève qui finit la terminale, donc une partie des choses que j'ai pu énoncer que vous comprenez, peut-être une partie des choses que, par exemple, une personnalité comme François comprend à un tout autre niveau, parce qu'il faut voilà, des pratiques comme dans votre sport, comme dans la musique ou dans n'importe quoi. Bon. Mais dans ce que j'ai appelé, dans l'expérience de la confiance, dans la vulnérabilité, dans tout ça, etc., ça fait écho à des problématiques à vous? J'ai dû porter un corset en classe. Je m'en rappelle. Je ne pouvais pas m'asseoir pendant un mois. J'avais un tabouret, une chaise haute, enfin une table haute. À ce moment-là, j'ai complètement perdu confiance en moi parce que j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire. J'étais démunie de mon corps. Mais le fait d'avoir fait un travail mental, ça m'a permis de même, je pense, m'améliorer. Je pense que j'ai même plus confiance en moi qu'avant ma blessure. Et c'est pourquoi mon retour sur le terrain il s'est extrêmement bien passé. Parce que mentalement, j'étais très bien, j'étais très positive. Et c'est pourquoi il ne faut jamais négliger l'aspect mental dans le sport. Et je l'ai vraiment compris cette année. Mais mental, vous voyez, quand vous nous dites à nous, les philosophes, c'est ça qu'on se parle, c'est ça qui est bien, c'est ça qui nous intéresse dans cette université. C'est que nous, quand vous nous dites mental, nous, on pense mince, on pense esprit, on pense le mind, vous voyez, anglais. Mais ce que vous appelez mental, c'est à la fois l'intellectualité, si je puis dire, pour le dire très vite, et les émotions. C'est les deux. C'est-à-dire ce que vous appelez mental, c'est la gestion des deux. C'est ça qui fait de nous des sujets humains. C'est que tout ce qui nous arrive, ça s'appelle des événements, pas simplement des faits. Tout ce qui nous arrive prend un sens pour nous et détermine des réactions en nous. Et nous pouvons avoir des réactions à nos réactions. Parce que c'est ça qui se passe. En fait, vous êtes blessé, vous avez des réactions qui sont des réactions qu'on peut dire quasiment déterminées. C'est normal, quand on a perdu sa mère, d'être triste, sauf dans l'étranger de Camus. Mais ça a un sens, du point de vue de l'absurde. C'est normal quand on a une blessure de craindre de ne pas revenir, etc. Et puis après, on peut avoir une réaction à la réaction. Cette réaction à la réaction, celle que cherche à provoquer le coach ou le préparateur, c'est pas une réaction, comment dire, déterminée ou conditionnée, etc. C'est le contraire. C'est une réaction qu'on va chercher à provoquer, qu'on va accompagner, qui suppose un savoir-faire de ce point de vue-là. Donc cette relation-là, on parlait de l'altérité, de l'intersubjectivité, puis on va laisser François poser une autre question, ou une réaction. Elle est décisive, ça vous a plus qu'aidé, ça vous a maintenu à flot, là, même plus que ça vous a remis en selle. Oui, non, en plus, Fabien me laissait vivre mes émotions, mais il m'a rappelé souvent de switcher. Ok, t'as vécu ton émotion, maintenant on passe à autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'avancer et de réussir à passer tous les jours un step en plus et pas avoir perdu de temps dans la longue période. Pas rester avec le bouton enfoncé sur le clavier tout le temps le même. Exactement. François? Oui, non, il y a une particularité aussi, quand on parle du sport, c'est que d'abord il y a cette élaboration extrêmement difficile, fragile, que vous faites
non seulement vous parlez de vos fragilités, mais vous faites presque une sorte d'éloge de la fragilité. Et ça, c'est très intéressant intellectuellement. Mais un peintre, un écrivain, un philosophe, il a toute sa vie pour construire, avec la philosophie, avec la peinture, avec la musique. Quand on est un sportif de haut niveau, il y a un temps, il y a un moment où ça va s'arrêter. Et donc la construction même d'une vie, elle n'a pas simplement ce cap et cette perspective, elle a quelque chose d'autre. Alors comment, vous, dans votre esprit, est-ce que vous arrivez à penser, à anticiper ce moment où il faudra vivre autrement? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas vécu cela, mais vivre autrement. En plus, en ce moment, je suis exactement dans ça. Ouais, je disais hier à un autre coach que Fabien que c'était compliqué de penser à son après-carrière alors que je n'ai même pas commencé. Mais c'est vrai que quand on est sportif, je me suis rendu compte avec ça, là, ça aurait pu être fatal. Et du coup, j'aurais pu, du jour au lendemain, devoir penser à qu'est-ce que je dois faire, en fait. Et c'est vrai que du coup, il faut toujours préparer en amont qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, qu'est-ce qui nous aime, qu'est-ce qui nous passionne, autre que notre passion d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'on sait que ça peut se finir du jour au lendemain. Donc, si on n'a pas d'autres plans B, d'autres plans C en vue, c'est compliqué, quoi, pour un sportif. Mais c'est vrai que on est jeune encore pour faire des choix, alors que pour le moment, quand on est en plus à l'INSEP, notre seul objectif, c'est de faire du sport. Et puis, dans la question de François, il n'y a pas seulement 2 limites, il y en a 3, parce que il y a le moment où vous avez commencé le sport, puis il y a le moment où vous l'arrêterez complètement, enfin en tout cas au niveau de la position. Et puis il y a le moment où vous allez commencer professionnellement. Et là, vous êtes au seuil de commencer professionnellement. Ça veut dire que vous allez vraiment devenir ce que vous faites. Vous allez devenir, comment dire, pas simplement quelqu'un qui se prépare à une carrière, mais quelqu'un dont ça va être la vie. Et cette blessure à la main, là, ça vous fait pas se blesser dans le quotidien, c'est un grillage, un truc bête, un truc très bête. Et justement, du point de vue, je veux dire, inconscient, j'ai une blessure, j'ai hyper peur de revenir, etc. Et puis je me fais un truc sot, un truc vraiment bête, totalement évitable, objectivement, celui-là, et qui pourrait me conduire subjectivement à ce que je crains le plus. Du point de vue de l'inconscient, on est dans un dispositif pas mal quand même. Là, je veux dire, vous voyez, je veux dire, émotionnellement, comment on peut se faire peur soi-même sur les dangers qu'on peut encourir. Là, c'est une bêtise d'adolescent, j'ai envie de dire. J'ai grimpé un grillage, j'ai eu des pointitures. Mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience quand je me suis retrouvée dans un bloc opératoire. J'ai fait, ah ouais, Astrid, cette fois-ci, t'as un peu abusé. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quand on veut être sportif, il faut faire attention à tout. Et le médecin, je sais qu'il aime bien cette phrase, mais il a dit que mes mains, c'était mes bijoux. Et quand on est un sportif, notre corps, c'est notre bijou. Et il faut en prendre soin et il est précieux. Et c'est pourquoi je sais que là, ça aurait pu être vraiment grave. Et du coup, j'en tire des leçons encore aujourd'hui. Je suis jeune, je suis en apprentissage. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire des bêtises comme ce que j'ai fait. Le chirurgien était bien placé pour vous le dire. Il a le même bijou à utiliser. Donc, d'ailleurs, ça veut dire ça, chirurgien. Hein. Chiron, c'est la main. Et c'est l'intervention par la main. Donc, écoutez, je crois que tout ceci était très, très intéressant. Je remercie vraiment d'abord l'assistance. Et puis peut-être que vous avez une question à nous poser ou à poser à l'un des acteurs de ce moment. Patrick Coult est là avec le micro. Benjamin. Oui, juste un mot. On a parlé du corps qui pense. Le corps pense plus exactement. Il fait référence à cet hommage de Michel Serres quand il a écrit Variations sur le corps, qu'il dédie à ses professeurs de gymnastique et ses guides de haute montagne qui lui ont appris à penser. Et effectivement, je pense qu'on est dans un temps de réhabilitation, non seulement du corps, mais des émotions aussi, au sens où un mot qui n'a pas été prononcé là, sans faire la généalogie de l'histoire des émotions, une époque, au XVIIe et XVIIIe siècle, on opposait les émotions à la raison.
et dans le dualisme cartésien, et c'est ce qu'a montré d'ailleurs Spinoza et par la suite Antonio Damasio, en disant que le corps était le théâtre des émotions, on réhabilite l'émotion comme constitutive, le constitutif de la raison elle-même. C'est-à-dire que si on n'est pas pris par une émotion, la peur par exemple, et il n'y a donc pas de raison conséquente à cette peur, et dans ce cas-là, on se fait manger par le prédateur. Ça veut dire que la raison qui me conduit à fuir ou à se battre est constitutive et la conséquence d'une émotion première. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le sport, c'est de relier de façon quasiment définitive la raison et les émotions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane ou François. Oui, bien sûr, mais l'idée que la peur soit la disposition fondamentale de l'homme, c'est Nietzsche aussi, hein, c'est Zarathustra. Donc, l'homme n'aurait jamais développé ses facultés intellectuelles et sa capacité de connaissance s'il n'avait pas la crainte, s'il n'avait pas la peur. Et d'ailleurs, parmi ses organes, même sensoriels, le premier organe, sans doute, qui est l'organe de la peur et qui l'a le plus développé, c'est ce qui est dans Aurore, c'est l'oreille. Sans doute que les hommes préhistoriques, quand ils avaient peur, ne pouvaient pas affronter le danger directement avec le regard, parce que voir, c'est risquer d'être vu. Donc d'abord on écoutait, d'abord pour avoir développé cet organe de l'écoute, qui est aujourd'hui un organe du désir, mais qui est aussi un organe du plaisir, à travers la musique, etc. Ça suppose effectivement la peur. Alors ce que tu dis sur l'opposition entre disons, l'émotivité, pour le dire très vite, et puis la raison, la rationalité, effectivement, ça c'est vraiment construit au XVIIe siècle, mais chez Kant aussi, je l'évoquais très rapidement en passant, c'était pas mon objet. Mais moi, l'une des convictions que j'ai acquises en travaillant avec les sportifs de haut niveau, et en aimant le sport aussi, parce que j'ai toujours aimé le sport et toujours suivi le sport, c'est que les sportifs intelligents dans leur pratique sportive, ce qui est d'ailleurs quand même l'immense majorité d'entre eux, contrairement à l'image qu'on en a à l'extérieur, sont des gens qui sont poussés à l'intelligence, soit naturellement, soit parce qu'ils ont des qualités personnelles qui vont être développées par un entourage qui va les obliger à voir des choses et à agir en conséquence. Il me semble qu'effectivement, c'est ce qui fait la différence entre un très bon sportif et un super grand champion, c'est d'avoir cette capacité aussi d'éprouver les émotions, de les comprendre, de les accueillir, de les accepter, de les regarder, de les différer et de les reléguer quand c'est possible, et aussi de réfléchir dessus. Donc aujourd'hui, on a vraiment des instruments d'observation, je pense dans le sport de haut niveau, qui sont hyper développés là-dessus. Mais je sens aussi dans ta question, et on en a souvent parlé ensemble, aussi peut-être une critique de la rationalisation, de l'hyper-rationalisation rampante qu'il peut y avoir dans le sport. Aujourd'hui, finalement, tout est calculé, tout est maîtrisé, et la part de ce qui devient quelque chose de créatif ou quelque chose d'inattendu est de plus en plus réduite. Là, on sort d'un tournoi de tennis, par exemple, on a tous regardé beaucoup de matchs. Voilà, c'était très, 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 très frappant dans le tennis, et comment, par exemple, les deux finalistes qu'on a vus, là, ils travaillent dans deux couloirs de tennis qui sont différents, mais chacun travaille quelque chose sur des émotions et sur des gestes techniques, aussi des tactiques qui sont bien particuliers. Donc oui, bien sûr, cette dichotomie est très importante pour nous, mais François, tu veux ajouter un mot peut-être là-dessus? Non, il y a une expression qui me dérange toujours, c'est l'idée de gérer ses émotions comme on gère une entreprise. C'est-à-dire, quand on parle de gérer les émotions, c'est que d'une certaine manière, on suppose qu'il y a une instance qui gère. Donc on retrouve là une sorte de conscience avec ses décrets. Je crois que les émotions elles-mêmes, d'une certaine façon, et c'est peut-être ça la véritable formation, enfin, c'est les émotions elles-mêmes qui finissent par prendre conscience de ce qu'elles sont et participer à une harmonie de la personnalité. Mais sur le référence à Damasio, c'est l'exemple de la baramine. Hein. C'est-à-dire que tu connais cet exemple. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un ouvrier américain qui, en utilisant des explosifs pour détacher des blocs de rochers et utilisant une baramine, la baramine liée à l'explosion, elle lui traversait le crâne et de manière assez extraordinaire,
retirera une intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va retirer la baramine, le personnage va s'en sortir, restera en vie, mais avec une modification complète de sa personnalité. Et on se rend compte que ce qui a été touché, c'est la zone, c'est le système limbique. Et que par conséquent, on peut localiser le centre des émotions. Donc des gens comme Jean-Didier Vincent, etc., montreront que la rationalité sans les émotions, d'une certaine façon, elle est bancale. Donc c'est penser l'individu comme une totalité, pas simplement comme une addition de facultés. Question? D'autres questions? J'arrive, j'accours. Merci. Merci pour ce débat hyper riche. En fait, je découvre l'Université populaire du sport avec un magnifique sujet. Du coup, j'avais une question. En fait, qu'est-ce qui fait d'abord pour Astrid, qu'est-ce qui fait que je me permets de te tutoyer, que tu as réussi, si j'ai bien compris, à te relever de cette blessure, puisque tu disais que c'était sur la table. Est-ce que justement le travail sur les émotions que tu as fait avec ton coach t'a permis en fait justement de passer ce cap, et dans quelle mesure le travail sur les émotions permet de se relever ou pas en fait d'une blessure, quand on peut dans un cas de figure différent avoir une blessure chronique ou une blessure dont on n'arrive pas à se sortir. Voilà. Quel est l'impact positif en fait du travail sur les émotions sur la blessure? L'approche de la blessure, elle a été complètement différente, parce que comme je l'ai dit, c'était la deuxième fois que j'ai vécu cette blessure. Et le fait d'avoir du coup axé le travail sur les émotions, comme j'ai pu le dire, ça a pu simplement me permettre donc de mieux me comprendre moi, mieux comprendre comment je fonctionnais. Et j'ai été on m'a beaucoup plus écouté, on a beaucoup plus écouté mon ressenti sur les choses. Et donc, on a adapté aussi le travail soit donc physique ou émotionnel, en fonction de mes besoins. Et donc, ça m'a apporté beaucoup sur le fait de ne pas, ne pas m'enfoncer, vu que c'est quand même une période assez sombre pour un sportif, d'être écarté des terrains, de ne plus trop voir ses coéquipières, parce que nous, on va passer plus de temps, par exemple, chez les kinés, alors qu'elles sont sur le terrain, de les voir progresser et nous voir stagner parce qu'on ne peut rien faire. Donc le fait d'avoir pu libérer ce qu'on ressent, pour moi en tout cas, ça a été vraiment bénéfique. Et il ne faut pas négliger tout le travail physique, mais l'aspect mental, oui, ça a eu ça a eu un impact très positif, en tout cas sur moi. Mais je sais que pour certains sportifs, ça ne va pas forcément autant marcher que sur moi. Sur le lien entre le conscient, l'inconscient, les émotions, leur refoulement ou justement leur expression, la médecine s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de troubles somatiques fonctionnels, qui étaient d'ailleurs une des principales causes de rendez-vous chez le médecin traitant, c'est-à-dire des personnes qui ont mal au dos, des personnes qui ont des maux de ventre, des maux de tête. Et en fait, c'est du refoulement, c'est du déni, c'est une impossibilité à gérer ses émotions, ou en tout cas les exprimer. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça fait aussi le lien entre aujourd'hui, comment on vit, comment on pense aux émotions, qu'il est acceptable, est-ce qu'il est acceptable là, si je me mets en colère, non, ça ne va pas être accepté. Bon, je veux dire, on est dans une société où les émotions ne sont pas forcément bonnes à être exprimées. On nous apprend notamment à l'école à les enterrer bien profond, et notamment dans le sport, il y a aussi les fractures de fatigue. Pardon, je fais un niveau amateur, hein, mais pour avoir connu des amis qui se sont fait des fractures de fatigue, c'était aussi lié à des émotions, à des difficultés, à la frustration de ne pas pouvoir atteindre un certain niveau. Donc le lien finalement entre ce qu'on appelle le mental, les émotions et l'expression dans le sport, elle est assez fascinante. Oui, voilà. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de dire, mais si le corps pense, il pense par des voies multiples. Et il me semble que la blessure en est une. Ça, j'en suis alors convaincu, pour avoir eu moi-même des blessures comme sportif, mais je n'étais pas un sportif national, je suis un sportif, disons, régional, au football, ou même dans d'autres sports, au marathon, des choses comme ça, dans les entraînements, ou dans des moments où on se blesse. Si on arrive à le connecter avec l'état émotionnel, affectif, psychique dans lequel on est à tel ou tel moment,
y a des relations. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, le sport avance et fait avancer les sportifs quand il leur demande de ne pas évacuer cette partie d'eux-mêmes ou cette partie de leur activité au seul profit de la recherche de la victoire. Comme si la victoire ou la quête de la victoire, était le seul objectif, ne l'est peut-être pas au fond, et deuxièmement, que la seule condition pour atteindre cet objectif et remplir cet objectif, c'était précisément de se robotiser, de s'automatiser et de devenir une espèce comme ça de super machine en hyper contrôle, en hyper gestion, etc. Mais ce que vous disiez sur la colère, c'est marrant, parce que vous disiez là, si je me mettais en colère, ça irait pas et tout. Mais là, sur le plan social, vous avez remarqué sur le plan social, comment souvent quand quelqu'un se met en colère, il est discrédité même quand il a raison. Bon. On voit ce que ça veut dire sur le plan social. Ça veut dire qu'il y a une manière d'exprimer. On peut tout dire, mais il faut le dire d'une certaine manière, dans un certain temps, avec une certaine personne, etc. Bon. Mais j'étais ici sollicité par l'INSEE, par Patrick, par Xavier à la scolarité, par d'autres qui me connaissent et qui connaissent mon travail ici. Dans cette même salle, il y a un certain nombre de mois, Patrick saurait dire, c'était en septembre-octobre, avec une tenniswoman, qui était vraiment un grand espoir du tennis français, qui était une super championne, une fille incroyable, avec des ressources incroyables. Bon. Ben, elle s'est mise en colère, mais des années après. Parce que ce qu'on voit là, entre Astrid et Fabien, qui est une chose fantastique, c'est-à-dire l'être que deux êtres humains dans deux positions différentes s'apportent l'un à l'autre pour avancer ensemble. C'est-à-dire lui avec son expérience de 30-40 ans de sport, elle avec la sienne d'une à peine une dizaine d'années, du haut niveau, etc. Ils s'apportent quelque chose d'extraordinaire. Mais, comment dire, une relation, ça a une certaine nature, ça a une certaine orientation, une certaine tendance. Vous seriez là en train d'exprimer votre colère par rapport à quelque chose qui serait lié, par exemple, à des rapports entre entraîneurs et joueurs ou entraîneurs et joueuses qu'on voit dans les sports, malheureusement, on le sait. Hein. Donc aujourd'hui, on ne cache plus. Heureusement, on le dit, on en parle. Hein. On sait que ça existe, on en parle. Hein. Comme les sportifs parlent de leur dépression, par exemple. La plus grande gymnaste américaine, elle nous a dit sa dépression avant les JO, elle ne voulait pas faire les JO, etc. Elle en avait marre, la pression, la charge mentale aussi, c'est aussi une expression qu'on met à toutes les sauces. Bon. Mais exprimer dans et autour du sport des émotions multiples, il me semble que c'est quelque chose d'absolument essentiel de la part des sportifs, mais aussi de la part de ceux qui regardent le sport, qui commentent le sport. Il y a des choses qui peuvent être des motifs de fierté, ou d'émotion, ou de peur, ou de crainte, et c'est une chose, à mon avis, très importante que les sportifs soient aussi formés à ça dès leur parcours de sportif. Et vous voyez, par exemple, une jeune fille comme Astrid, justement, son développement émotionnel, je crois que François a vraiment allé aussi vers ça tout à l'heure dans ses questions, c'est un tout. C'est-à-dire, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire, il y a la sportive, mais il y a la jeune femme, il y a l'élève, il y a la fille, il y a tout dans cela. Et là, je trouve bien de la chance de trouver dans la formation sportive, dans l'éducation sportive, parce que là, c'est un éducateur, en fait, le rôle de Fabien, je sais pas, c'est un rôle vraiment pleinement éducatif, c'est-à-dire à conduire vers l'extérieur. Le E de l'éducation, comme dans le E de l'émotion, c'est le hors latin, c'est la chose qui conduit au-delà. Et le développement émotionnel me semble être une part tout à fait importante. En plus, ça ne gâche rien, vous êtes en plus une très bonne élève. Donc ça veut dire que la rationalité, je veux dire, les émotions sont là aussi. Même sur le plan, Fabien l'a dit plus d'une fois, elle est quand même dure, elle est dure au mal. Hein. Et lui, les discussions qu'on avait, nous, dans les travées des conseils de classe, je me disais, une première fois qu'on s'est rencontrés, Astrid, elle est hyper dure avec elle-même, elle veut gagner, elle lâche pas et tout, la faire travailler là-dessus, c'est hyper difficile. Et là, vous allez tirer un vrai bénéfice quand même. Peut-être même scolaire, non? Scolaire, je sais pas. On va pas aller jusque-là. Mais non, c'est vrai que même Fabien me disait qu'il avait rarement vu une personne qui était plus dure avec soi-même que lui-même. Il m'a dit il n'y a pas longtemps en plus. Mais pour moi, c'est normal. Si on veut atteindre ses objectifs, il ne faut jamais être satisfait de ce qu'on arrive à accomplir.
Ok. Mais des fois, on peut avoir des moments de contentement et de satisfaction. Ouais, oui, c'est pour ça que je suis fière de moi. Je ne serai jamais satisfaite. Oui, juste une remarque. Ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, ce qui est important, c'est que, bon, je citais tout à l'heure mes repentis, je n'ai pas un corps, je suis mon corps, mais je suis mon corps aussi défaillant. Je suis mon corps qui me lâche. Je suis aussi mon corps blessé. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, vous avez dit qu'à un moment donné, désespoir, comme si votre corps n'était plus votre corps, quoi, comme si. Et je crois que cette capacité, c'est pour ça que je parlais d'éloge de la faiblesse aussi, c'est cette capacité d'avoir un corps quel que soit, et évidemment c'est la condition pour agir aussi, pour recouvrer la santé. Mais je crois que je suis mon corps, c'est une position totalisante. Oui, non pas Oui. j'ai un corps comme un simple instrument. Mais je suis mon corps, si je suis mon corps, il n'est pas interchangeable. Il n'est que le mien et il est pleinement le mien et je suis pleinement ça aussi. Bon, bah, écoutez, merci, voilà. Merci beaucoup. Merci à l'université d'avoir organisé cette séance. C'est un plaisir. Bien, mais écoutez, merci beaucoup. La prochaine fois, nous nous retrouverons après l'été en septembre. Pierre-Louis Basse et Charles Gonzalez. Alors, pour celles ou ceux qui se souviennent de notre leçon inaugurale, Pierre Gonzalez est un formidable acteur qui avait dit le texte fondateur de l'Université populaire du sport et qui, dès le premier mot, nous avait tous embarqués d'une façon extrêmement incroyable. Et donc, Pierre-Louis Basse a fait des choix de textes et a écrit des textes, je crois, sur le sport. Et c'est Charles Gonzalez qui les dira. Donc, nous serons dans un temps qui est probablement aussi un peu philosophique, mais un temps différent. Et puis, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter un bon été. Et Petit rectificatif, oui, c'est Éric Sénat qui a dit le texte. c'est Éric Sénat, oui, c'est pas Charles Gonzalez. Charles Gonzalez, c'est celui qui dit les textes sur les pastilles que nous avons mis en ligne, des petites vidéos. C'est une voix profonde et extrêmement intéressante. Bref, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent avec nous, d'avoir été présent en ligne pour celles ou ceux qui sont en ligne. Et je remercie celles ou ceux qui regarderont tout ça. Nul doute qu'ils s'enrichiront. Et merci beaucoup à tous les trois, et je serais tenté de dire à tous les quatre, de nous avoir enrichis. C'était l'idée de l'Université populaire du sport. Hein. Penser le sport pour comprendre le monde, mais aussi s'enrichir au passage. Merci beaucoup. C'est la